Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le bilan. Ce sera la review bilan de Koh Lanta, le totem maudit. On fait le gros débrief sur cette saison, les points positifs, les points négatifs et un bilan final de cette édition qui est plus ou moins bien. Je ne vous spoil pas trop pour le moment, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai un peu moins aimées. On va faire un petit bilan de tout ça. On va parler du casting, on va parler du twist, on va parler du montage, des choix de la production. Ça va être très sympa. En tout cas, vous allez savoir tout mon avis, l'intégralité de mon avis sur cette édition de 2022. Ce sera donc la seule édition de 2022 puisqu'on retrouve Koh Lanta en février 2023 normalement si tout va bien. En attendant, avant de commencer ce gros bilan, ce gros débrief, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, vous remercier parce que je ne l'ai pas fait dans ma dernière vidéo et ça c'est vraiment pas bien. J'ai zappé et c'est vraiment pas cool de ma part parce que sans vous, je ne serais rien. Donc encore merci. Tous ces retours, tous ces commentaires, tous ces compliments, vous êtes vraiment des amours. Comme je disais précédemment, je n'ai toujours pas de haters. J'attends. Écoutez, j'attends les haters. Je n'en souhaite pas, donc s'il n'y en a pas, écoutez, je ne vais pas me plaindre, mais en tout cas, vraiment, merci. Vous êtes adorables. C'est vraiment un bonheur de partager avec vous, de commenter, d'échanger. Comme je disais la dernière fois, il y a eu plein de rencontres super sympas. Certains d'entre vous m'ont fait beaucoup de compliments et je vous les retourne. Vraiment, je suis très content d'échanger avec vous. Ça ensoleille mon quotidien, même si vous voulez savoir. Donc vraiment, merci à vous. Je suis très content de cette chaîne et en tout cas des retours. Donc merci sans limite, merci 1000 fois. C'est vraiment adorable de votre part et encore merci, j'espère qu'on va tenir longtemps ensemble. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco parce que je vais continuer à poster malgré l'arrêt de Koh Lanta jusqu'à février 2023, je vais continuer à poster des vidéos toutes les semaines, du moins je vais essayer de m'y tenir. Je ne vous lâche pas, effectivement, je vais souvent poster et donc on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne pour ne rien louper. On déclenche la cloche de notification pour être prévenu quand je poste une vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne à vos amis qui sont fans de Koh Lanta. Comme ça, plus on est, plus on peut discuter, on peut plus partager. Donc c'est vraiment top si vous partagez cette chaîne auprès de vos proches. N'oubliez pas également que Clem Coco est sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. J'essaye de poster fréquemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Et donc c'est parti pour le bilan de la saison Koh Lanta, le totem maudit. Et donc on commence direct, on rentre dans le lard en faisant une petite introduction sur la saison. Effectivement, j'étais un peu hypé par cette saison au début parce que on avait enfin une saison d'anonymes. La dernière fois, c'était les armes secrètes qui avaient été un peu décevantes comme saison. C'était vraiment pas une des meilleures saisons de Koh Lanta, on va pas se mentir. Entre-temps, on avait eu la légende qui avait un casting un peu de fougue, un gros All-Star pour fêter l'anniversaire des 20 ans, mais qui avait été entaché par pas mal d'histoires, d'alliances pré-game, de clash extérieurs, de triche, enfin bref, ça n'a pas été une super saison non plus. On avait été spoilé du début à la fin, on savait très bien qui allait être éliminé, on savait très bien qui c'est qui allait potentiellement gagner et être à la fin. Donc pas une saison terrible, pas un grand souvenir pour ma part. Donc j'étais très hypé de tourner la page, de passer à une autre ère de Koh Lanta avec le totem maudit, surtout que le petit twist annoncé était plutôt sympa, avec un nouveau totem. En plus du totem d'immunité, nous allons avoir un totem maudit qui va créer des malédictions sur les candidats. Donc j'étais plutôt assez excité à l'idée de commencer cette saison. Je vous cache pas que j'ai pas forcément été trop déçu. Il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, quand j'ai commencé le premier épisode, j'étais vraiment hypé. J'étais impatient de découvrir tous ces candidats parce qu'il y en avait quand même 24. Et je crois qu'à part les 4 terres, on n'a jamais eu autant de candidats. Les portraits étaient plutôt séduisants. J'avais pas mal de candidats qui m'avaient tapé dans l'œil. D'autres beaucoup moins, mais ça bon, on peut pas aimer tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas mal de candidats comme Mathéo, Jean-Charles, Benjamin, Samira, Olga, etc. qui m'avaient un peu tapé dans l'œil. Et j'étais en mode, il me tarde trop de découvrir, ça va être trop top et tout. Surtout que j'aime bien les premiers épisodes parce qu'on découvre tout le monde. Il y a des petits portraits. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas les petits portraits. Mais moi, j'aime bien parce qu'on découvre un peu leur univers, leur jardin secret. Je me suis dit, bon, ça va être trop top, etc. Donc, une saison, voilà, qui était plutôt excitante, en tout cas attrayante. Donc, j'étais plutôt hypé par tout cela. On va commencer par les points positifs parce qu'il faut toujours commencer par le positif dans la vie. Et on commence avec le plus gros point positif pour moi qui est le
le casting. Je sais que certains d'entre vous ont pas mal clashé le casting, alors que personnellement, j'ai beaucoup aimé le casting de cette édition. Je l'ai trouvé très varié, plutôt fun. Il y avait pas mal de candidats attachants. Je crois qu'il y a quasiment 0 erreur de casting, à part 1 ou 2 que je vais citer. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que le casting était assez une réussite. Il n'y avait pas autant de sportifs que les Armes Secrètes, par exemple. Il y en avait pas mal quand même. Il y avait pas mal de sportifs, comme Anne-Sophie, Colin, Maxime, ou même François, voire Ambre. Mais il y avait quand même des candidats un peu lambda, pas forcément ultra sportifs, comme Céline, Benjamin, ou même Seta. Même s'ils ont potentiellement fait du sport avant, on voit que c'est pas non plus des montagnes. Il y en avait pas mal aussi, mais je veux dire, je trouve que quand même le casting était plutôt varié. Il y avait un peu de monsieur et madame tout le monde. Donc, je trouvais que le casting, sur le papier en tout cas, faisait plaisir et il ne m'a pas du tout déçu. Et il y a pas mal de candidats à retenir, notamment François, donc gros candidat de la saison, qui est un des meilleurs, même de Koh-Lanta All Time, qui doit être un des meilleurs gagnants, un des candidats de toute l'aventure. On a également Bastien, le deuxième gagnant avec François, qui est plutôt intéressant malgré tout. Moi, je me suis pas du tout attaché, je l'ai pas trouvé fou, mais c'est vrai qu'il a beaucoup plu au public, il était plutôt cool, il était plutôt nature peinture, comme il dirait, même si je déteste cette expression. Il y a également Jean-Charles, qui a été discret pendant pas mal de temps, mais qui est plutôt sympathique, bon vivant, un peu un monsieur tout le monde, qui se prend pas la tête, qui est pas forcément gros sportif, et qui était plutôt attachant. On avait également Ambre, qui avait une forte personnalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que je sais qu'on a eu pas mal de haters, mais je trouve que c'était quand même une belle candidate, stratégique. Beaucoup l'ont traité suivante auprès de François, mais moi j'ai trouvé quand même qu'elle menait un petit peu les stratégies avec lui. Elle a été forte dans les épreuves en équipe. En solo, c'était moins fou, mais en tout cas, elle était présente. Donc, bonne candidate, qu'on aime adorer et qu'on aime aussi détester pour certains. Il y avait aussi Olga, qui a mis un peu de temps à s'intégrer dans l'aventure, mais qui était plutôt intéressante. Moi, elle m'a séduit très rapidement. Je l'ai trouvée très sympathique, très attachante. Elle avait aucune vision du jeu, certes, mais en tout cas, elle était plutôt attrayante. Elle a un peu fait vivre la saison. On a Luana, clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a clairement existé dans la saison. Elle avait un fort caractère, forte dans les épreuves, un peu aigrie vers la fin, on va l'avouer. Mais en tout cas, voilà, bonne candidate qui a marqué la saison. On l'a même appelée la nouvelle Jade au niveau des épreuves. Donc, je pense qu'elle peut potentiellement revenir. Donc, vraiment, personnage intéressant de la saison. Et également Fouzi, beaucoup plus discret que ceux que je viens de citer, mais en tout cas, belle personnalité, attachant. Il a su montrer qu'il était là, il avait un petit peu de caractère. Et également Maxime, qu'on a adoré détester dans la première partie de l'édition. Puis ensuite, qu'on a trouvé vachement attachant au rigolo et qui est parti peut-être un petit peu trop vite. En tout cas, Maxime ne peut pas laisser indifférent, ça c'est sûr. On avait aussi Seta, bonne candidate que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, avec son collier imaginaire. Alors, certains d'entre vous ont trouvé ça gonflant, ce que je peux comprendre parce que ça a vraiment duré. Mais quand même, petite stratégie, un peu trop discrète, certes. Mais en tout cas, voilà, candidate attachante, qui aurait pu faire beaucoup plus si elle avait passé les ambassadeurs. Mais voilà, ça reste une candidate qui a marqué la saison, tout comme Yannick, que j'apprécie pas forcément, mais clairement, il a pris beaucoup de place. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Il a pas mal de défauts et de qualités, mais en tout cas, Yannick a vraiment marqué Koh-Lanta et cette édition, ainsi qu'Alexandra, qui est partie bien avant la réunification, mais qui avait un fort caractère, qui se laissait pas faire et qui aurait pu faire de belles choses en individuel, tout comme Stéphanie, la stratège de Koh-Lanta, le totem maudit, la nouvelle Cindy entre guillemets, mais qui n'a pas eu de chance et qui n'a pas été écoutée et suivie, ce qui est dommage. J'aimerais bien qu'elle fasse d'ailleurs un All-Star, ça serait plutôt intéressant. On avait aussi Jean-Philippe qui est parti pour raison médicale et qui vraiment est un petit gâchis parce que ça aurait été intéressant de le voir beaucoup plus loin. En tout cas, je le trouvais vraiment attachant malgré sa lourdeur. On avait aussi Nicolas, l'agent double, qui a été détesté dont par moi pendant quasiment toute la saison et qui finalement a plutôt bien joué quand même, surtout qu'il a défendu ses petits camarades jusqu'au bout. Donc Nicolas, pareil que Maxime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il ne laisse pas indifférent. Et pour terminer dans les candidats à retenir, j'ai mis Anne-Sophie. Anne-Sophie qui était beaucoup plus discrète que la plupart des gens que je viens de citer, mais qui avait une belle personnalité, un peu rageuse vers la fin, beaucoup moins que Luana ou Colin, mais en tout cas voilà, un petit peu rageuse quand même, mais que j'avais beaucoup apprécié et qui était assez fort dans les épreuves et qui aurait pu aller vachement plus loin si c'était dans la bonne stratégie. Donc voilà, ça c'est vrai que ça fait pas mal de candidats à retenir. C'est quand même 15 candidats à retenir de mon côté, qui est plus de la moitié du casting, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que quand on voit tous ces candidats, on se dit que c'était un bon cru quand même, on va pas non plus se mentir. Et dans les candidats moins ouf, j'ai cité Géraldine, la pauvre GG, pourtant je la trouve super attachante, mais elle a été ultra fantomatique dans
toute la saison. Ça, bon, il y a la faute du montage aussi, mais je pense que, voilà, on va pas faire polémique pendant 20 ans. Si elle n'a pas été montrée au montage, c'est que peut-être elle n'était pas si intéressante que ça, mais en même temps, est-ce que le montage a vraiment montré toutes les facettes de Géraldine pour qu'elle soit intéressante? Je ne sais pas. En tout cas, Géraldine, trop fantomatique pour moi. Tout comme Pauline, qui avait un social de malade, mais qui malheureusement a été sacrifiée au montage. Donc c'est difficile pour le spectateur de la trouver attachante ou d'aimer la suivre et de vouloir la voir aller super loin. Et même Colin, que je trouve beaucoup moins ouf que les autres candidats cités avant, que j'ai trouvé surcoté pendant tout le début de l'aventure et très décevant aux ambassadeurs et par la suite d'ailleurs, puisqu'il a fait le gros rageux. Je trouve même limite que c'est une erreur de casting. Donc vraiment Colin, voilà, pas ouf non plus. Benjamin assez décevant également. Il avait un profil de gros stratège, mais pas mal d'entre vous m'ont dit non mais ça se voit que c'est un pétard mouillé, qu'en 3 secondes en fait il va se faire virer et c'est pas un gros stratège. J'avais un petit peu espoir de mon côté, effectivement vous aviez tous à peu près raison. Effectivement Benjamin était un peu décevant malgré sa personnalité qui pouvait être vraiment intéressante. Comme Franck, lui qui a été la déception de la saison, on voyait que c'était le doyen, il avait l'air plutôt gentil et on s'était dit ouais, il a des restes sportifs, il va tout donner. En fait il a abandonné en 3 secondes à cause de son ego. Donc vraiment très décevant. Et Céline que je trouve vraiment pas du tout intéressante. Elle remplit pas du tout les 4 S, c'est une catastrophe, pas terrible en social, nul en sport, en survie on n'a rien vu, de toute façon on n'a pas vu beaucoup de survie cette saison. Et en stratégie, juste histoire du petit collier d'immunité avec CETA et puis c'est tout. Enfin pas ouf. Donc pour moi voilà, Géraldine, Pauline, Colin, Benjamin, Franck et Céline, c'est les candidats que je mets dans la catégorie pas ouf. Et en dernier, la catégorie gâchis, ceux qui sont partis vraiment trop tôt, j'ai mis Lily qui a été carrément sacrifiée par la production avec leur twist un petit peu perdu. Mathéo qui avait plein de qualités mais qui avait un mental zéro, donc malheureusement il n'a pas pu aller plus loin. Et c'est dommage, j'espère qu'il reviendra plus tard avec un mental un peu plus d'acier. Et Samira qui voilà, a été un peu gâchée mais par sa mauvaise stratégie, qui a été un peu trop directe et qui a voulu s'emparer de Pauline. Donc voilà, ces 3-là, je les mets pas dans candidat moins ouf ou dans candidat à retenir, je les mets dans gâchis. J'espère qu'ils pourraient peut-être revenir, même Lily, même si elle a fait 2 jours d'aventure. Pourquoi pas, mais en tout cas, tout ça pour résumer qu'on a quand même un beau casting. On a quand même quasiment tous les candidats qui sont intéressants. Je vois vraiment le seul candidat que je mettrais à la poubelle, ce serait Franck, parce qu'il a abandonné au bout de quelques jours à cause de son ego. Mais même Céline, je me dis, bon, c'est pas non plus une catastrophe complète. Elle avait une petite personnalité, mais bon, voilà, faut pas déconner. On savait très bien qu'elle allait vite sortir. Mais moi, dans ma vidéo où je donne mon avis sur les candidats de cette saison, j'avais dit first boot direct. Donc voilà, je trouve quand même le casting est plutôt top. Il y a à boire et à manger. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des candidats qu'on adore aimer et d'autres qu'on adore détester. Donc vraiment, très très beau casting. Et ceux qui disent ouais, le casting c'était pas ouf, franchement je sais pas ce qu'il vous faut, parce que ça fait depuis les 4 terres qu'on n'a pas eu un casting comme ça. Honnêtement je les trouve même plus agressifs que le casting des 4 terres. Beaucoup plus joueurs. C'est vrai que dans les 4 terres, on avait quelques gros candidats comme Adja ou Alix qui s'énervaient, mais sinon ils étaient tous en mode bisounours tranquille. J'ai adoré le casting des 4 terres. Il y a beaucoup de candidats que j'aime beaucoup, comme Alexandra, Loïc, ou même Lola, voire même Dorian, mais je les trouvais assez lisses dans le sens où ils étaient pas trop non plus hyper stratégiques. Il y en avait quelques-uns. C'est vrai que le binôme Lola-Angélique, ils étaient plutôt intéressants, mais c'était pas non plus la grosse stratégie de ouf. Là, on n'a pas eu des stratégies à la Patrick ou à la marque Chantal Bruno, mais on a eu quelques stratégies sympas avec Bastien et Ambre, Nicolas le double jeu, avec JC qui a essayé de retourner le game, même s'il a été aidé par la production, peu importe, mais en tout cas, j'ai trouvé le casting plus agressif et du coup plus intéressant et surtout plus attachant que par exemple les armes secrètes où il y avait quasiment tout casting qui était détestable, à part peut-être 2 ou 3, style Arnaud, Jonathan et Vincent. Voilà, donc vraiment bon casting, en tout cas je valide et c'est le point fort de la saison. Ensuite, le deuxième point positif, c'est le twist du totem maudit. Mais attention, on marche sur des œufs parce que clairement c'est un point positif que sur le papier. Je trouvais que l'idée de départ était vraiment top. Me dire qu'il y a un deuxième totem maudit, si tu perds, tu te tapes une malédiction. Ça pourrait être sympa. Je trouve que ça me donnait un peu plus de peps à Koh Lanta. Voilà, il faut bien des nouveautés, sinon on s'ennuie. Sinon on regarde les mêmes saisons depuis 20 ans avec Bagongui et on n'en parle plus. Il y avait eu les colliers, il y avait eu la manche avec 2 joueurs où on élimine 2 candidats avec les binômes. Voilà, on change un peu, on met des twists chaque saison. Et là, je trouvais que le totem maudit, pourquoi pas, même si ça pouvait créer des arrangements de la prod en mode les armes secrètes, on s'arrange à aider tel candidat, on donne le bracelet à Lucie, on donne l'ambassadeur secret à Laure, on fait ce qu'on veut. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant, ça peut un peu retourner le game, ça peut donner la chance à tout le monde. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais on verra dans les points négatifs que ce twist revient aussi parce qu'il y a quelques facettes négatives là-dedans. Mais en tout cas, voilà, je trouve quand même qu'il faut le mettre dans les points positifs parce que l'idée est
pas dégueulasse. Je trouve que c'est assez intéressant, ça peut renverser l'aventure. Sur le long terme, c'était pas ouf, clairement. Il y a pas mal de malédictions qui étaient soit useless, soit un peu trop arrangées. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc, clairement, c'est un point positif pour moi. Le twist du totem maudit, c'est le thème de la saison et c'est novateur. Donc, sur le papier, ça le fait à mort. Ensuite, le troisième point positif, c'est un peu, comment l'appeler ? C'est un peu la storyline de la saison. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir du pack-going très rapidement et finalement on n'a pas eu. Même si on a eu une baisse de régime au moment du swap, c'est vrai que les équipes qui étaient 3 à la base, les verts, les violets, les bleus, ont été rapidement swappées en 2 équipes. Et là on a une petite baisse de régime au niveau de l'énergie de la saison. Voilà, c'était pas foufou. Entre le swap et la réunification, bon, il y a eu des éliminations un peu sympas, mais c'était pas non plus foufou. J'ai eu très peur aussi qu'il y ait un pack-going classique à la réunification. Finalement, on a eu quelques surprises. On a eu pas mal de blindside, comme par exemple Colin à la réunification, ou même le binôme Maxime et Luana, ou même Nicolas, même si ça a été arrangé par la prod encore une fois, mais en tout cas ce conseil, j'étais on fire. On a même eu un petit duel avec Seta et Alexandra avec des boules blanches, boules noires. On a eu des boules blanches, boules noires avec Stéphanie et Benjamin également, il me semble. En tout cas, on a eu pas mal de conseils avec des rebondissements, c'était plutôt sympa, vraiment. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a eu des surprises, des petits retournements de situation. J'avais vraiment peur au début que ce soit une saison classique, basta et sans surprise. Et finalement, voilà, ça a bougé un peu. On va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a eu quelques moments où c'était pas foufou. On en parlera dans les points négatifs, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de la storyline, j'ai appelé ça la storyline. La storyline, c'était plutôt intéressant. Il y a eu quelques rebondissements, il y a eu quelques longueurs certes, mais en tout cas, des moments où j'étais en mode pendant les conseils, donc je vais pas non plus dire que c'était une saison pas énergique, pas attrayante, pas remplie de rebondissements. Il y a eu quelques trucs quand même, c'était plutôt pas mal. Ensuite, le quatrième point positif, ce sont les épreuves. Alors c'est vrai que pendant pas mal de reviews, j'ai un peu critiqué les épreuves, donc je vais éviter de faire la mauvaise foi, et je vais quand même le mettre dans les points positifs, parce que même si j'ai été mitigé tout au long de la saison, il y a eu quand même pas mal de bons mix. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'épreuves classiques, des épreuves cultes qu'on a déjà vu 1000 fois, comme l'équilibre sur l'eau, comme les sacs, comme le parcours du combattant. Voilà, on a eu plein de petites épreuves cultes tout au long de l'aventure. Mais c'est vrai que quand je trouve qu'on a eu un peu trop, à un moment, je me suis dit, mais par contre, il faut faire de nouvelles épreuves parce que c'est tout le temps les mêmes et au bout d'un moment, il faut varier. Mais si je suis objectif, il y a eu quand même pas mal d'épreuves revisitées. Voilà, avec des puzzles. Alors, il y a beaucoup de puzzles. Je sais que l'un d'entre vous, il me semble que c'est Max qui me le dit souvent. Mais il y a tout le temps des puzzles. Du coup, les étapes physiques avant, elles comptent plus. Et je suis assez d'accord avec Max. C'est vrai que les premières étapes, du coup, elles sont un peu obsolètes parce que tout le monde se concentre sur le puzzle et tu peux rattraper toutes les épreuves sur le puzzle. Donc ça, je suis assez d'accord, mais bon, en même temps, dans Survivor, il y a que des puzzles partout, clairement, dans toutes les épreuves, limite. Donc, je comprends aussi Koh-Lanta qui essaye un peu de singer l'émission américaine. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'épreuves aussi revisitées, avec des mix de 2 épreuves aussi. Et puis, quelques nouveautés également. Donc, bon, je le mets quand même dans les points positifs, même si c'est un peu en dents de scie pour moi. Mais je trouve que, voilà, c'était plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves que j'ai trouvées inintéressantes. Moi, c'est souvent les épreuves statiques où je m'ennuie, parce que je me dis, bon, mais ça va être long. Comme par exemple, le paresseux. Enfin, on n'a pas eu de paresseux cette année, mais on va dire l'apnée sous la grille, ou les poteaux, tout ça, même si c'est culte, moi, je trouve ça un petit peu ennuyant. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de mixer un peu tout ça. Il y avait un peu trop d'épreuves déjà vues, mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa quand même au résultat final. Il y a eu pas mal de choses variées, c'était plutôt intéressant. Donc, très bon point positif pour moi pour cette édition du Totem Maudit. Et en 5e point positif, voilà, on va être quand même objectif, c'est la réalisation, le montage. Je trouve que c'est toujours au top, c'est très bien fait, très bien réalisé, très bien monté au niveau de la musique, au niveau des enchaînements. Je ne vais pas parler du montage au niveau de ce qui coupe par rapport aux relations entre les candidats, tout ça, on va en parler dans les points négatifs. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez bien foutu. On dirait des fois limite des films d'aventure, des films de super-héros, c'est vraiment bien fait. Je le répète dans toutes mes reviews, mais vraiment c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. Voilà, je trouve que en tout cas, on rentre dedans. Il n'y a pas de moment où c'est bâclé, où c'est en mode on s'en bat les couilles, on fait ça vite fait. Non, c'est assez bien fait, les intros sont superbes, la musique elle est top, enfin vraiment on rentre dans l'univers de Koh-Lanta très rapidement grâce au montage. C'est une belle réalisation, je trouve que c'est un vrai succès. Les réalisateurs et les monteurs de Koh-Lanta sont vraiment doués pour ça. En tout cas voilà, je tenais quand même à le mettre dans les points positifs parce que c'est une réussite. Petit point positif également, les scènes du jury final. Alors clairement c'est un petit point positif vraiment anecdotique par rapport aux autres, mais je le mets quand même dedans parce que c'est vrai que dans la légende on n'en avait pas beaucoup vu et je trouvais ça hyper frustrant. J'adore quand un candidat se fait éliminer au conseil et qu'on le voit arriver au jury final pour voir la réaction du jury. Et là on a vu quasiment tout le monde il me semble. Je pense que personne n'a été oublié à part peut-être Pauline et encore elle était sur une épreuve éliminatoire donc souvent les épreuves éliminatoires on ne voit pas. Sauf cette saison, pour la première fois de toute l'histoire de Koh-Lanta, on a vu Fouzi arriver au jury final après
se fait éliminer sur une épreuve. Pour ça, j'ai trouvé ça top. Merci la production d'avoir fait ça. J'adore qu'on voit le candidat éliminé débarquer au jury. Et là, ça a été respecté. Il me semble qu'on a vu tout le monde, puisqu'on a vu Yannick, on a vu Anne-Sophie, on a vu Maxime et Loana, on a vu Nicolas, on a vu Olga, on a vraiment vu tout le monde. On a vu Fouzi du coup. Donc vraiment, merci de la production. J'aimerais même qu'on voit un peu plus, d'ailleurs, sur le jury final. C'est une demande que je fais à la production, si vous m'entendez. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus quand ils arrivent, quand ils se découvrent dans le miroir, les discussions qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être intéressantes sur les candidats, un peu jaugées, ça peut être intéressant. Voir, il dit ça sur lui et tout, même si c'est pas au moment de l'arrivée, que c'est un peu plus tard. Je sais que par exemple, Erosia m'avait parlé que dans Survivor, il y avait des petites séquences comme ça sur YouTube qui s'appellent Ponderosa, où on voit plein de petits passages du jury quand ils sont à l'hôtel, qui découvrent comment ils ont changé physiquement, les discussions et tout. Donc ça peut être intéressant qu'ils fassent ça aussi un petit peu dans Koh Lanta. C'est une demande que je fais. Mais en tout cas, je trouve que cette saison, ils nous ont respectés. On a vu tout le monde arriver au jury final et ça, c'est top parce que c'est vraiment un passage que j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler des points négatifs parce que même s'il faut toujours commencer par les points positifs, il faut parler aussi des négatifs parce qu'il y en a eu quand même si c'était quand même une bonne saison. Je spoil mon bilan, mais c'était quand même une bonne saison. On va pas cracher dans la soupe. Et donc, le premier point négatif, donc c'est le twist qui était déjà dans les points positifs, mais le twist qui est un peu un pétard mouillé. On va pas mentir. On va être vraiment franc et honnêtement, il y a eu pas mal de malédictions inutiles, pas mal de malédictions qui servaient à rien, qui n'étaient pas folles, pas surprenantes, comme vous perdez 5 minutes sur l'épreuve, gna gna gna. Non mais ok. Ou par exemple, vous avez un vote de plus, ok. Et il y a aussi des malédictions qui m'ont un peu gêné. Par exemple, la première avec le bracelet maudit. Ok, pourquoi pas, je valide le bracelet maudit. On a un vote en plus à tous les conseils. Mais par exemple, le premier épisode, la malédiction en plus de l'équipe vraiment perdante, c'est conseil tout de suite, même pas besoin de discuter, alors que les candidats ne se connaissent même pas. Ça fait même pas 24 heures qu'ils sont ensemble. Et ça a un peu, par exemple, détruit l'aventure de Lily, alors qu'elle avait un potentiel en tant qu'aventurière. Donc là, par exemple, oui, c'est vrai que la production, je me dis, vous êtes un peu colère. 2 jours, c'est un peu violent, quoi. Par exemple, ça m'a gêné. Ce qui m'a gêné aussi, c'est par exemple Bastien et Ambre qui gagnent une épreuve de confort. Et comme avantage, ils ont envoyé 2 candidats à une épreuve éliminatoire. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Ça crée certes du drama et j'adore les dramas. Mais voilà, enfin, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de le donner à des gens qui ont remporté l'épreuve en tant qu'avantage? Je suis pas sûr. Alors certes, ils ne vont pas être choisis pour l'épreuve éliminatoire, mais je me dis, c'est pas très gentil parce que du coup, ça les fout fortement dans la merde. Et c'est vrai que Ambre, par exemple, ça aurait pu lui coûter sa place. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dérangeant. Ou même par exemple l'espèce de twist avec le coffre pour Olga et Jean-Charles. Et c'est vrai que pas mal de gens ont polémiqué sur le fait que la production s'était bien arrangée à ce qu'ils soient avantagés dans l'aventure parce qu'ils étaient sacrément dans la merde. Et même moi, je me suis posé la question de si ça avait été François et Ambre en épreuve éliminatoire, est-ce qu'ils auraient eu le même avantage? Pas sûr. En plus, cette espèce de trafic de coffre avec collier d'immunité trouvé par hasard, entre guillemets, etc. Ça a détruit l'aventure des Verts et ça a éliminé Nicolas alors qu'il avait entre guillemets rien demandé à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a quelques twists un peu arrangés, comme même à l'orientation, on apprend que finalement il y aura 4 poteaux et que la personne qui gagne la deuxième orientation, donc c'est une chance en plus. Pour un truc de malédiction, bon, c'est pas finalement très négatif, il va quand même monter sur les poteaux avec une petite malédiction. C'est le totem maudit, mais c'est le totem de la deuxième chance quand même. Donc là, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé. Et une fois arrivé sur les poteaux, on apprend que la malédiction, c'est juste, Bastien, on va enlever un petit bout de clavel un peu plus tôt que les autres. Ah d'accord. Mais je pense que ça avait été Ambre, c'était si tu tombes du poteau et que tu gagnes pas les poteaux, tu serais pas choisi. Des fois, on peut se poser la question de si ça avait été tel candidat ou tel candidat, est-ce que ça aurait été exactement la même malédiction? Petite polémique, j'avoue, je ne sais pas trop. En tout cas, ce twist du totem maudit, c'est un peu étrange. Je trouve que sur papier, c'est top, mais j'aurais bien aimé qu'on sache bien avant toutes les malédictions ou alors qu'ils préviennent qu'il va avoir ça, il va avoir ça, et pas la prendre sur le fait en se disant mais ouais, mais si ça avait été tel aventurier, ça se trouve il n'y aurait pas eu ça quoi. Et c'est vrai que le fait que le twist du coffre avec Jean-Charles et Olga, ça les ait autant avantagés, on peut se poser la question, est-ce que la prod s'est pas arrangée, est-ce que ces 2 candidats pourraient potentiellement être super populaires auprès du public, soit sauvés étant donné qu'ils sont sacrément dans la merde au niveau des stratégies. Voilà, donc je l'ai quand même mis en gros point négatif, pour moi c'est le plus gros point négatif de la saison, que ce twist du totem maudit a été bien exploité, ou si c'est vraiment un pétard mouillé. Moi, pour moi, ça n'a pas été un franc succès. J'espère qu'ils le referont pas, tout ce qui est armes secrètes, totem maudit, il faut arrêter. Faites une île de la rédemption, c'est très bien, hein, c'est un classique. Voilà, on l'a déjà eu 1 ou 2 fois, pourquoi pas, c'est sympa. Là, j'avoue que faut arrêter les malédictions comme ça avec les candidats qui font «
mais j'ai trouvé ça. Avantage, vous pouvez éliminer 3 candidats sur le champ. J'exagère, mais honnêtement, il y a des fois, on se pose des questions. Moi, c'est vrai que je suis pas trop dans cette idée-là. C'est que depuis que je fais ma chaîne Clem Coco que je vois que pas mal de gens, ils sont en mode, ouais, mais cette saison, tout a été trafiqué. Par exemple, la saison du L'île au trésor avec Benoît ou la saison des Fidji avec Magali, Tiffany et André. C'est vrai que on a dit, ouais, gros trafic de la production, ils ont été grave aidés, etc. Et c'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu les saisons, moi, ça m'avait pas forcément gêné. Je dis pas que je validais et que clairement, je me disais, bon, la prod, elle est pas intervenue, c'est pas possible et tout. Bien sûr, je me suis posé la question, mais pour moi, ça n'a pas gâché la saison non plus. J'étais pas en mode, mais du coup, c'est une saison de merde et tout. Alors que, objectivement, si, ça trafique la saison et du coup, ça met des candidats que la production veut le plus lent possible. Donc, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Mais en tout cas, voilà, je me dis, est-ce que vraiment c'est une réussite? J'en suis pas sûr. Donc, arrêtez ce genre de malédiction d'arrangement parce que du coup, ça énerve les spectateurs et surtout quand ça sauve pas leurs petits chouchous. Donc, c'est vrai que par exemple, quand c'était Jean-Charles et Olga qui a été avantagés, là, Twitter, ils étaient en mode trop cool, trop la base, super, vous allez grave vous manger, génial. Alors que non, pour moi, François, Ambre et Nicolas ont été de meilleurs joueurs qu'Olga et Jean-Charles, clairement. Donc voilà pour le premier point négatif du totem maudit. Autre point négatif de la saison, c'est la storyline. Alors c'est vrai que je l'ai aussi mis dans les points positifs parce qu'on a eu pas mal de surprises, mais quand même, je tiens à souligner qu'elle a été assez irrégulière. Ça va être très rapide parce que franchement, c'était pas non plus un scandale. Et par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait un hyper bon démarrage. Le premier épisode, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le deuxième aussi, super sympa. Et très rapidement, on a eu un swap beaucoup trop rapide. C'est vrai qu'au bout de 2-3 éliminations, c'était swap direct. En mode, ah d'accord, les candidats, ça y est, ils sont tous démantelés et on a 2 équipes. J'ai trouvé ça hyper rapide en fait, beaucoup trop rapide. Je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 peut-être. Et du coup, vu qu'ils sont 24, il y avait à peine eu 3 éliminations, je me suis dit, c'est déjà le swap, on va se calmer. Enfin, les candidats, ils se connaissent à peine. Et c'est vrai que c'était un peu trop rapide pour moi. Surtout qu'ensuite, entre le swap et la réunification, on a eu une petite baisse de régime, voilà. On a eu un petit peu des moments d'ennui. Donc j'ai trouvé ça dommage, en fait, de le faire aussi rapidement. Je pense qu'ils auraient dû soit attendre un peu plus, comme dans les 4 terres, ou alors ne pas faire de swap, comme dans la guerre des chefs. Et on se retrouve avec ces couleurs comme ça, un peu démantelées. Enfin, ça aurait été plutôt intéressant. Je pense qu'ils ont fait ce swap pour vraiment tout mélanger et qu'on ait plein de surprises à la réunification et pas forcément du pack-banging, mais je trouve que c'était pas forcément réussi. Et à la réunification, j'étais très inquiet, surtout avec cet épisode coupé en 2. Je me suis dit, ça va être du pack-banging et ça va être inintéressant, et en fait, non. On a eu quelques blindsides, quelques surprises, quelques retournements de situation, même s'il y a eu l'intervention un petit peu de la production, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que la saison était plutôt bien foutue au niveau de la réunification, c'était bien mélangé, pas trop de storyline prévisible, donc ça c'était bien, mais par contre, la fin était plutôt perturbante, voire décevante, étant donné que voilà, on a eu l'histoire du coffre avec Olga et JC, ça a été pas mal arrangé. On a eu également Olga qui s'est pas du tout battue pour aller dans le carré. Bon, ça après, c'est Olga qui tenait son destin en main. Elle aurait pu essayer de faire des stratégies, elle l'a pas fait. Et après, au carré, on apprend que finalement il y aura 4 poteaux, que Bastien qui avait bien perdu l'orientation se retrouve sur un poteau. Son avantage, il est tout pourri. Résultat, il est quand même dans les derniers. Il gagne à double gagnant. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment les montagnes russes. Super bon démarrage. Moment d'ennui entre le swap et la réunification. Réunification finalement pas trop décevante et plutôt pas mal, et puis fin de saison très perturbante et super frustrante surtout. Donc voilà, une storyline irrégulière quand même, qui a eu son lot de surprises, donc je le mets quand même dans les points positifs, mais aussi dans les points négatifs, parce qu'il y a eu des moments vraiment très ennuyants ou très énervants en fait, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre dans les points négatifs. Ensuite, troisième point négatif, et celui-là, il faut vraiment que je le précise, même si j'en ai déjà parlé en début de vidéo, c'est les interventions de la production. Alors certes, c'était moins vénère que les armes secrètes, entre Laure et son ambassadeur secret, ou alors Lucie et son bracelet et sa boîte à bananes insupportable. Non, c'était moins trash, mais quand même, on a eu l'histoire du coffre avec Jean-Charles et Olga. Effectivement, après l'épreuve éliminatoire où Fouzi est sorti, Denis leur a annoncé « Vous avez un avantage, hihihi ». Et en fait, c'est un coffre avec 2 avantages trop vénères, dont un colis d'immunité et une double voix, donc ça peut clairement faire retourner le conseil suivant. Et on se demande si ça avait été François, Ambre, Nicolas ou je ne sais pas quel candidat, est-ce qu'il y aurait eu les mêmes avantages? Pas sûr. Voilà, on ne sait pas, on le saura jamais, je pense. Mais en tout cas, voilà, on se dit, est-ce que c'était vraiment pertinent que la prod intervienne à ce point-là? Je pense que la prod voulait créer une nouvelle surprise et un petit blindside de Nicolas, Ambre ou François pour casser ce trio vert. Et finalement, Nicolas s'est retrouvé un peu la victime de tout ça en se disant, c'est une blague, en fait, en 3 secondes, j'avais rien demandé, je me fais sortir. Et sans l'intervention de la prod, Olga ou Jean-Charles auraient sauté au conseil suivant. Donc, c'est bien de créer des surprises et des blindsides, mais on voit clairement que c'est cousu
plus de fil blanc. On voit que la prod tire tous les fils. Bon, mais c'est pas top, quoi. Donc ça m'a dérangé. Et également aussi l'histoire de Bastien et son totem maudit / béni. Même lui, il l'a dit clairement, parce que la malédiction, c'était qu'en fait, il avait une deuxième chance. Il pouvait aller sur un totem avec plus de difficultés, mais lui qui est cordiste et qui a rien à foutre de l'équilibre, clairement, la malédiction, c'était rien. Moi, j'aurais préféré que la malédiction ce soit si Bastien, tu tombes des poteaux, tu ne pourras pas être choisi. C'est ça ta malédiction. Je trouve ça un peu plus intéressant que un petit bout, il s'en va avant les autres. Surtout qu'au bout d'une heure, vous êtes tous à égalité, donc aucun intérêt. Donc voilà, je trouve que la prod, des fois, est un peu intervenue. C'est vrai que moi, ça me dérangeait pas trop avant. Et maintenant que je suis un peu plus observateur de Koh Lanta, que vraiment je suis à fond et que je regarde tous les détails de chaque épisode, là je me dis non mais là stop quoi. Enfin, la prod n'est pas intervenue autant que certaines saisons, donc comme l'île au trésor, Fidji ou les armes secrètes. Mais là je me dis stop quoi. Enfin, c'est pas cool parce que même si j'aime beaucoup Olga, cette histoire de coffre, ça m'a un peu dérangé malgré tout. Je sais qu'on a beaucoup débattu après cet épisode où je disais non mais après ça va, enfin on va se calmer. Mais honnêtement oui, c'est pas faux quoi. Enfin certes, j'étais content que Jean-Charles et Olga retournent le game et que Nicolas sorte. Du coup le conseil, j'étais vraiment on fire, j'étais en détresse. Mais je me dis, est-ce que la prod des fois il pousse pas un peu le bouchon trop loin, un peu comme Maurice, le poisson rouge. Je me dis stop, c'est dommage parce que résultat ça enlève un peu la spontanéité et ça court-circuite des candidats qui à la base avaient une très bonne stratégie. Donc voilà, je le mets quand même dans les points négatifs des intervention de la prod parce que des fois ça peut complètement changer la saison. Je sais que par exemple beaucoup d'entre vous sur la saison de Fidji sont frustrés de ce départ de Mélanie qui clairement tenait les rênes de la stratégie et à cause de 36 colliers trouvés par les 3 jeunes, le jeu a été retourné. Bon après c'est foulé à cheville à cause de Marguerite qui avait un crabe. Merci Marguerite. Mais en tout cas voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a des personnages plutôt intéressants qui se font sortir alors qu'à la base ils tenaient tout dans leurs mains et à cause de la production qui fait hop. Eh ben non, en fait. Donc, c'est dommage. Je trouve qu'en tout cas, il devrait être un peu plus subtil. Ensuite, 4e point négatif, c'est le montage. Alors, c'est pas le même montage dont je parle dans les points positifs, parce que je parle du montage dans les points positifs où c'est la musique, voilà, c'est rythmé, il y a plein de beaux plans. Là, le montage en point négatif, c'est quand il coupe trop les relations entre les candidats et ce qui se passe vraiment sur le camp. En effet, en lisant un petit peu les articles et regardant les stories des candidats sur les réseaux sociaux, même si c'est pas trop mon délire de regarder les stories des candidats, je le fais quand même un peu, on a appris clairement que par exemple, Ambre n'était pas si proche de Luana et que son coup de cœur féminin de l'aventure c'était Géraldine et qu'elle était tout le temps fourrée avec. Et on apprend également que Luana et Maxime qu'on voyait sur nos écrans en train de se clasher sans limite, en fait c'était les BFF de la saison, c'était leur plus belle rencontre, etc. Donc je trouve qu'on enlève beaucoup de choses en fait sur les relations des candidats et du coup ça crée un petit peu la colère du spectateur quand on voit Ambre qui élimine Luana alors qu'on a limite l'impression que c'est sa sœur jumelle et on voit rien de sa relation avec Géraldine et du coup on se dit mais pourquoi elle se fousille Géraldine et pas Luana et Maxime, je comprends pas. Donc c'est vrai que ça perturbe un peu le spectateur et les candidats sont obligés de se justifier en fait sur les réseaux en disant mais moi Luana à la base c'est pas que je m'en bats les couilles mais j'étais vachement plus fausse de Géraldine en fait. Et quand on voit un binôme Maxime Luana se clasher sans limite et qu'en fait on apprend que c'est leur plus belle rencontre, voilà, on se pose des questions, on se dit mais on a regardé la même émission, je ne comprends pas. Donc ça c'est un peu dommage et surtout, mais ça c'est dans toutes les saisons, est-ce que c'est utile au montage de couper des candidats à ce point-là, de là à les rendre fantomatiques alors qu'ils vont hyper loin? Je parle par exemple de Géraldine qui a gagné les poteaux, qui était dans les 3 derniers finalistes au conseil final, elle a été Casper pendant au moins 10 épisodes. J'exagère un peu mais pas loin quand même. Je me dis est-ce que c'était utile de couper à ce point-là Géraldine alors qu'elle est allée super loin dans l'aventure, comme Jean-Charles qui a eu un gros moment où on le voyait plus du tout alors qu'il a été quand même sur l'orientation, les poteaux, etc. On a même Pauline qui par exemple a été complètement sacrifiée au montage alors qu'elle allait super loin, qu'elle avait apparemment un social de malade. Quand on voit qu'elle se fait éliminer tous les candidats qui sont en larmes, on se dit mais en fait Pauline elle aurait pu être sur les poteaux quoi, tellement qu'elle était aimée. On n'a rien vu de tout ça. Pareil, pas mal de candidats ont polémiqué sur Seta comme quoi elle était antisociale et qu'elle parlait quasiment à personne. On n'a rien vu de tout ça. On a vu un montage de Seta où elle était toute mignonne, toute gentille, elle ne comprenait limite pas pourquoi elle était potentiellement éliminable. Elle se dit je sais pas pourquoi ils veulent m'éliminer alors que je suis dans les épreuves, je suis plutôt sympa, mais sauf qu'en fait apparemment elle parlait à personne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires tous les trucs que vous avez trouvé trop coupés, qu'on n'a pas vu et que c'est dommage. C'est pas la première saison ils le font, parce que même dans les 4 terres, on s'est retrouvé avec une Ava quasi inexistante alors qu'elle est allée plutôt loin quand même, elle était dans les 6-7 derniers. On a également par exemple dans l'île au trésor, on a une candidate qui s'appelait Ludivine qui a été éliminée au port du carré final. On ne la voyait jamais. Je me rappelle même à l'époque Topito qui faisait ses top 10 ou top 15 de trucs à retenir. Il mettait à chaque fois une photo de Ludivine en disant mais qui est cette personne alors qu'elle était quand même dans les 6 derniers. Enfin, des fois je me dis c'est dommage de couper à ce point des candidats au montage
alors qu'ils vont super loin. Même ceux qui vont pas forcément super loin, comme Pauline, elle était quand même apparemment importante sur le camp, les gens l'aimaient beaucoup et en fait on la voit jamais. Et Géraldine, je trouve que c'est le plus violent parce qu'elle a quand même gagné les poteaux. Elle était dans les 3 derniers, le jury final allait potentiellement la faire gagner. Elle a eu 3 fois sur 11, elle était limite potentiellement une gagnante et on la coupe sans limite. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle faisait pas rien sur le camp, elle était pas assise sur le sable à regarder les autres. Donc voilà, au niveau du montage, je trouve qu'ils ont squeezé beaucoup trop de choses. Les relations entre les candidats, du coup, ça perturbe le spectateur et certains candidats qui sont plutôt allés loin et c'est vraiment dommage. Ensuite, 5e point négatif et pas des moindres, je sais que ça énerve beaucoup de monde, c'est le découpage des épisodes, par exemple pour la réunification ou pour l'épisode où il y avait le twist éliminatoire avec Jean-Charles, Fauzier et Olga ou la finale. C'est vrai que bon, ils le font clairement pour les audiences parce que voilà, il faut plus d'épisodes, ça fait plus de pubs, ça fait plus d'argent. Ok, on a bien compris qu'ils voulaient prolonger la saison un maximum, ça ok, mais sauf que nous on est complètement perturbés. On se retrouve avec des épisodes découpés, des moitiés d'épisodes pas top parce qu'il faut remplir, il faut que ça tienne de 21h15 jusqu'à 23h30. Donc on remplit, on met pas mal de pubs en plus, on remplit, on met des passages pas très intéressants. Je me rappelle du premier épisode de la réunification où on a eu un épisode où on voyait que des gens manger de la viande. Clairement il se passait rien dans l'épisode, ça s'est coupé au moment où Colin et Louana se retrouvent dans l'ambassadeur, il n'y a rien eu. Enfin vraiment c'était pitoyable. On voit la deuxième partie de cet épisode qui est plutôt intéressante mais qui est un peu aussi remplie de passages inutiles et on se dit que si les 2 épisodes avaient été fusionnés pour faire un épisode comme plein de saisons de Koh-Lanta, ça aurait été un épisode de folie. Donc des fois c'était un petit peu du gâchis. L'épisode coupé en 2 pour le twist éliminatoire, j'ai pas compris pourquoi ça a été coupé en 2 cette histoire. Ça aurait été super de tout voir d'un coup. Je pense que c'était largement possible de mettre tout. Et pareil, la finale, je ne comprends pas pourquoi on se prend la tête à découper en 2 depuis la saison de l'île des héros pendant le confinement. Bon, pendant le confinement, je pouvais comprendre parce qu'il fallait prolonger, parce qu'on savait pas trop encore s'ils pouvaient faire le prime en direct à cause de la Covid. Mais bon, c'était bien content de se taper 7-8 millions de spectateurs aussi, donc ils se faisaient plaisir aussi. On ne veut pas être trop naïf en tant que spectateur. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment frustrant. Je pense qu'ils perdent des spectateurs à faire ça. Les gens vont évidemment lâcher l'affaire. Il y a quand même une belle baisse d'audience cette saison. On est quand même passé en dessous des 4 millions. Ouais, c'est pas terrible, même s'ils comptent aussi le replay et que le replay, il y a entre 1 et 2 millions de spectateurs en plus. Mais je me dis, là, TF1, vous déconnez. Enfin, s'ils font une pause jusqu'à février 2023, c'est pas pour rien non plus. Je pense qu'ils se disent, bon, mais les gens, ils saturent, ils en peuvent plus, stop. On va mettre un autre truc. Bon, ils vont mettre la Star Academy, ça va être un bide, je pense, mais en tout cas, voilà, je me dis peut-être qu'ils respectent pas assez le spectateur en faisant ça. Moi, j'ai pas envie d'arracher ma télé non plus, mais c'est quand même un bon point négatif. Et je pense que pas mal de spectateurs lambda qui sont pas hystériques de Koh-Lanta comme on peut l'être, disent bon, ben c'est bon, elle m'a saoulé l'émission, bah les couilles, quoi. Enfin, voilà, moi, il y a des émissions que j'aime bien, mais beaucoup moins Koh-Lanta, comme par exemple Top Chef. Et je me rappelle de la saison de Top Chef cette saison que j'ai regardé. Il y a un moment, il y a l'épisode où c'était la guerre des restos, et c'est un épisode qui est ouf dans Top Chef, qui est hyper intéressant. Et on apprend à la fin de l'épisode qu'il n'y a pas d'élimination. Bah, ok, concept de l'épisode, il s'en va, quoi. Ils ont fait ça juste pour le plaisir. Bah c'est dommage, non. Il faut vraiment des épisodes où il se passe des choses, il y a des éliminations, il y a des twists, il y a des trucs, quoi. Et là, je trouve que Koh-Lanta, en faisant ça, il perd des spectateurs, entre guillemets, lambda, qui regardent ça juste pour se divertir. Et voilà, je pense qu'ils se mettent un petit peu en danger en faisant ça. Espérons qu'ils nous entendent et qu'il n'y aura pas d'épisodes découpés dans les saisons prochaines, mais là, c'est plus possible. J'ai même le souvenir que dans certaines vieilles saisons, on avait un double épisode. C'était contenu dans 2 heures d'épisode, mais on avait 2 conseils, 4 épreuves, enfin tout rentré. Je me rappelle à l'époque de la saison 6 ou la saison 7, on avait 2 éliminations, quoi. Donc voilà, un peu déçu. Je le répéterai à chaque bilan si ça continue comme ça. Parce que vraiment, c'est très perturbant pour le spectateur. Et même nous, en tant que vrais fans de Koh-Lanta, c'est relou, quoi. Parce qu'on a des épisodes où il se passe que dalle, avec des plans de survie un peu nuls et aussi des gens qui mangeaient la viande. Merci beaucoup, quoi. Et ensuite, le 6e et dernier point négatif de la saison, mais ça pourrait être pour n'importe quelle édition, c'est tout ce qui est publicité et tout ce qui est diffusion le mardi. Donc j'ai un peu brassé tout ça, donc je vais mettre problème de diffusion. Voilà, ça va être le nom du point négatif. C'est vrai que bon, déjà il y a énormément de publicité, ça on va pas se mentir. Moi je vous l'ai déjà dit que ça me permet de me poser parce que je suis au taquet, je suis en mode greffier sur mon ordinateur pour tout noter, pour rien louper, etc. Même si ça m'arrive des fois de louper des petites phrases, des petits trucs intéressants, mais bon c'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de gens se plaignent du fait qu'il y ait énormément de pubs, qu'elles soient super longues. J'ai même des amis qui m'ont dit ah ben moi pendant la pub de Koh-Lanta j'ai eu le temps de faire ma vaisselle, de me brosser les dents, j'ai fait ma vie, clairement. Et c'est vrai, mais bon en même temps après tout est une question d'argent, business is business. Mais bon, voilà, je comprends que ça énerve beaucoup les gens. Et la diffusion le mardi, mais moi, je suis
Je suis partagé parce que d'un côté, ça me saoule le mardi parce que du coup, je fais mon enregistrement juste après, donc je me couche tard, vers 1h30, 2h. Et le lendemain, j'essaie de faire le montage au taquet, à mes pauses. Enfin, je suis au taquet parce que j'ai un travail aussi. Hein. Je ne vis pas de Clem Coco, malheureusement. J'aimerais bien, mais non. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un peu plus showtime. Mais je me dis, si c'est le vendredi, si je pars en week-end, ben, ça va être impossible d'être au taquet. Donc, en soi, je suis partagé. Mais je peux comprendre que pour les gens, le vendredi, c'était koh lanta. On se commande des pizzas entre potes, on se boit quelques bières devant koh lanta. Clairement, qui ne l'a pas fait, même quand ça passait l'hiver, soirée raclette devant koh lanta, entre potes, moi je l'ai fait 1000 fois, c'était trop la base. Même quand ça passait l'été, quand j'étais gamin, c'était en mode vendredi c'est trop la base, ça va être koh lanta. C'était une journée vraiment spéciale. Je me rappelle en plus, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, internet, voilà, on avait que la Nintendo 64 et GameCube, donc on n'avait pas de quoi s'occuper non plus de fou quand on ne pouvait pas partir en vacances. Et clairement, je me rappelle que même quand j'étais chez ma grand-mère à la campagne, des fois on était le mardi ou le mercredi, j'étais en mode vers quand koh lanta, c'est dans 5 jours, je vais péter un câble en fait. Toujours plus long. Surtout qu'en plus, c'était des saisons où il y avait un pagonging classique. On savait très bien qui c'est qui allait virer. Pas de surprise, mais on était à fond quand même. En tout cas, voilà, moi, problème de diffusion, je le mets quand même dans les points négatifs parce que je sais beaucoup d'entre vous sont colères de les publicités et de la diffusion le mardi. Moi, en soi, les publicités, ça me permet de faire une petite pause, de prendre un petit soda, une petite citronnade, de souffler. Et le mardi, ben, moi, ça m'arrange parce que du coup, je peux souvent partir en week-end, voir des amis, la famille, machin, etc. Et du coup, ben, je pourrais pas me poser en train de le regarder, même au Portugal avec mes amis, j'étais en mode par contre je vous explique, mercredi matin je regarde en replay koh lanta et je fais ma review en fait. Bon, heureusement c'était une journée qu'on avait appelée farniente, donc on était plutôt posé tranquille, j'ai eu le temps de la faire, mais c'est vrai que le vendredi, moi pour mes reviews, bon je suis pas forcément pour, mais c'est vrai que je comprends. Clairement, le vendredi entre potes, c'est top, quoi. Et donc, pour le bilan total de la saison, voilà, j'ai mis les points positifs et les points négatifs. Je fais un petit bilan. Voilà, je trouvais que c'était quand même une très, très, très bonne saison. Elle a été beaucoup critiquée et je trouve qu'elle a été critiquée à tort. Il y en a pas mal qui ont mis en photo « Ouais, est-ce que c'est la pire saison ?» avec des gens qui lèvent la main et tout. Je dis « Mais c'est une blague. » Bon, après, ils font ça sur les réseaux sociaux tous les ans. À chaque fois, ils disent que c'est la pire saison. Mais honnêtement, c'était vraiment une bonne saison. Si je devais la classer dans le top 28 des saisons, je la mettrais au moins dans le top 20. Peut-être même dans le top 16-17. Allez, on est un peu foufou, on s'énerve un petit peu. Mais je trouve que c'était une bonne saison. C'est même peut-être une des meilleures saisons depuis que Alexa Laroche-Joubert a débarqué. Honnêtement, c'était vraiment sympa. Pour moi, ça frôle un petit peu le niveau des 4 terres. C'était vraiment sympa, plein de surprises. Très très bon casting, comme je disais. Le twist de base était une idée sympa. Bon, ça a été mal exploité sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quand même quelques surprises, quelques retournements de situation. Il y a eu des arrangements de la production, clairement. Mais c'était pas aussi violent que les armes secrètes. Il y a juste eu l'histoire de ce coffre et également de ce totem maudit, béni de Bastien à la fin. Voilà, je trouve qu'il y a quand même quasiment aucun mauvais épisode dans la saison, à part ceux qui ont été découpés, qui finalement, si tu les fusionnes, c'est quand même un bon épisode. Franchement, ça va dans l'ensemble. Je trouve qu'il y a eu quand même quelques surprises, pas mal de personnalités marquantes et qu'on aimerait revoir dans des All-Stars. Honnêtement, par exemple, en citant rapidement, il y a des gens que j'aimerais bien revoir comme Olga, comme Fouzi, comme Seta, comme Stéphanie, comme Mathéo, comme François, même Louana, que j'ai trouvé très décevante à la fin tellement qu'elle était aigrie, mais je veux quand même potentiellement la revoir pour aimer la détester. Mais aussi Ambre, que j'ai trouvé intéressante, même le petit Jean-Charles, c'est discret. Moi, je serais ouvert à n'importe qui honnêtement de la saison. Pourquoi pas? Je trouve que le casting était vraiment bien, c'était la force de la saison. C'est souvent le casting qui est la force d'une saison. Si le casting est pourri, de toute façon, la saison, elle est pas faux folle. Hein. Bon, en tout cas, voilà, le bilan de Clem Coco de l'édition Le Totem Maudit, c'est assez positif quand même. Une très très bonne saison. Une des meilleures depuis qu'Alexa Laroche-Joubert a débarqué, puisqu'il me semble qu'elle a débarqué à l'île au trésor, la saison 16. Et donc, pour moi, la meilleure saison de Alexa Laroche-Joubert, ça reste La Guerre des Chefs. Même si j'ai vu que certains d'entre vous la détestaient. Mais je crois pas, en fait, c'était trop bien. Le combat des héros était pas mal aussi, même s'il y a eu pas mal de clash à l'extérieur qui ont un peu gâché la saison. Et les 4 terres que j'ai beaucoup aimé, je la mettrais peut-être juste en dessous. Donc elle est au moins dans le top 20, top 15 de mes saisons préférées. Donc voilà, pas d'ennui, très peu d'épisodes mauvais, casting au top, un twist sympa sur le papier mais très mal exploité, quelques arrangements de prod certes, mais ça a donné des surprises, des petites blagues sympas. Donc clairement une bonne saison et que je pourrais revoir dans quelques années parce que franchement c'était plutôt vivant. Et je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de la regarder. Et oui, je parle de toi, Max. N'hésite pas à la regarder cet été. Et tu me diras si tu as plus aimé mes reviews que les épisodes. J'espère quand même que tu auras préféré les épisodes parce que sinon, TF1 a du souci à se faire. Bon, en tout cas, voilà. Très bonne saison. Je la valide. Et puis voilà, je ne peux pas en dire plus sur cette saison parce que vraiment, il y a de très 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 bons points positifs qui arrivent un peu à estomper, à éponger les points négatifs.
Et donc voilà, j'ai terminé ma review sur mon bilan de la saison Le Totem Maudit, Koh Lanta 2022. J'espère que c'était pas trop long, je pense que c'est moins long que d'habitude. D'habitude, je fais vraiment une review très très longue. Là, on allait à l'essentiel, les points positifs, les points négatifs. Je pense que j'ai fait un petit bilan et j'ai parlé de tout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à faire des remarques dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Et si vous avez envie d'avoir mon avis sur certains points précis. Je n'ai pas trop développé au niveau du casting parce que la semaine prochaine, je fais du teaser, je fais la tier list de Koh Lanta Le Totem Maudit. Je vais dire honnêtement ce que je pense des candidats et je vais essayer de les classer plus ou moins objectivement. Vous savez que mes tier lists, j'essaie d'être objectif, mais aussi de saupoudrer le tout par de la subjectivité de Clem Coco. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve pour cette tier list pleine de surprises parce que je pense qu'il va y avoir des surprises. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On déclenche la cloche de notification si vous voulez rien louper des vidéos de Clem Coco. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît. Ça fait toujours plaisir. On en parle assez proche de Clem Coco. Voilà, il faut qu'on soit de plus en plus pour faire plein de débats parce que c'est top de discuter avec vous de Koh Lanta. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, j'essaie de poster fréquemment. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.